Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé a repris ce lundi 7 mars devant la Cour pénale internationale de La Haye. Après plus de 2 semaines de suspension, ils sont poursuivis pour leur responsabilité dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et c'est la première fois qu'un témoin s'exprimait à la barre à visage découvert. Et au Sénégal, le Parti socialiste au bord de l'implosion puisque les socialistes ne parviennent toujours pas à adopter un positionnement commun pour le référendum du 20 mars. Les explications à suivre dans cette édition. Et au Zimbabwe, le président Robert Mugabe envisage de nationaliser toutes les mines de diamants, un monopole de l'État qui vise à garantir la transparence et une meilleure répartition des dividendes. Mais avant de développer ces titres, la Tunisie est une nouvelle fois la cible d'attaques terroristes. Ben Guerdane, ville du sud-est du pays proche de la frontière libyenne, a été le théâtre ce lundi d'une attaque de grande ampleur. Une soixantaine de terroristes a tenté d'attaquer une caserne militaire et des sites des forces de sécurité. Dans un bilan encore provisoire, le gouvernement fait état de 44 victimes, parmi lesquelles 28 assaillants. La Tunisie, en pleine reconstruction depuis la révolution de Jasmin, peine à retrouver une stabilité sécuritaire, une stabilité pourtant nécessaire à la dynamisation de son économie, fortement impactée par les attentats qui ont ponctué l'année 2015 et 2016. Audition donc du 5e témoin de l'accusation dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé en ce 7 mars 2016, jour de la reprise de ce procès très suivi et particulièrement attendu. Et c'est la première fois dans le cadre de cette procédure qu'un témoin apparaît à la barre de la Cour pénale internationale à visage découvert. Il s'agit de Djichi Sam, plus connu en Côte d'Ivoire sous le pseudonyme de Sam l'Africain. Soutien de Laurent Gbagbo à la période des faits, c'est pourtant l'accusation qui le fait passer à la barre. Il sera entendu durant au moins 4 jours. C'est un sujet d'Olivia Yérédobré. Un 5e témoin de l'accusation appelé à la barre dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, poursuivi pour crimes contre l'humanité, a repris ce lundi 7 mars 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Djichi Sam, alias Sam l'Africain, dont l'identité avait été révélée par inadvertance lors d'un huis clos partiel, comparaît à visage découvert. Cet ancien soutien de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et actuel président de la Nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire pour la Patrie, une formation politique créée en 2012, s'est dit prêt à révéler au monde la vérité sur la crise en Côte d'Ivoire. La vérité de la crise de Côte d'Ivoire. Quelle est la base? Où est venue cette crise? C'est ça il faut expliquer. Et c'est ce que le monde veut savoir. Peut-être on n'a pas su la gérer et ça a engendré trop de morts et trop de victimes. Mais la crise est venue de quelque part. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Et aujourd'hui, moi, je souhaiterais quand même, pour le respect, je dis bien pour le respect de toutes les victimes, sans appartenance religion ou sans appartenance du Nord ou du Sud, parce que ce sont des Ivoiriens qui ont été victimes peut-être de notre naïveté et de notre façon de faire la politique. Et ici, il faut dire la vérité pour que le monde sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé. 138 témoins et 10 000 pièces à conviction seront présentées par l'accusation durant ce procès historique. La vigilance reste de mise du côté de la Cour pénale internationale après la diffusion par erreur des noms de 4 témoins de l'accusation lors de la 2e semaine d'audience en février 2016. En ce qui concerne donc les témoins qui rentreraient ou qui sortiraient du prétoire avant les juges, la Chambre est d'accord avec tous les arguments présentés par l'accusation et par les autres parties d'ailleurs. Au vu de l'article 68.1 du statut, la Chambre s'est engagée à s'occuper correctement du témoin qui doit comparaître. Donc le témoin doit rester en dehors de la salle d'audience jusqu'à
ce que l'audience soit prête à commencer. Au moins 4 jours seront consacrés à l'audition de ce 5e témoin. L'objectif du bureau de la procureure Bensouda reste le même, démontrer le plan commun organisé par l'ancien président Laurent Gbagbo avec la complicité de son ex-bras droit Charles Blé Goudé pour se maintenir au pouvoir. Côté défense, les avocats de Laurent Gbagbo ont dénoncé une vision partiale de la crise, accusant le président Alassane Ouattara d'avoir pris le pouvoir par la force avec l'appui de la France. Dans l'actualité également au Sénégal, le Parti socialiste s'enlise dans la crise et le référendum fixé au 20 mars fait monter la tension d'un cran. En effet, alors qu'une bonne frange est décidée à voter non à ce référendum, le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a quant à lui déjà assuré au président Macky Sall son intention de soutenir le oui. Les explications avec ce sujet d'Oumou Kelsumba. Malaise au sein du Parti socialiste sénégalais. Le PS, allié au président Macky Sall, est confronté depuis un certain temps à des remous. Si certains pensent que la crise au sein du parti est liée à un débat d'idées, d'autres analystes évoquent la question du renouvellement du secrétariat général. Même si, pour le moment, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ne s'est pas clairement déterminé sur sa possible candidature à la présidentielle, il n'en demeure pas moins que la question semble diviser profondément ce parti politique, un membre de la coalition au pouvoir. Il faut reconnaître aussi que tout est parti des élections locales. Quand Khalifa Sall a dirigé ce qu'on appelle les listes de la coalition Benno Taxawu Ndakaaru, et Ousmane Tanor Dieng soutenait à l'époque les listes de Benno Bokk Yakaar. Il y a un deuxième acte aussi qui a été posé, c'est lors du renouvellement des instances du Parti socialiste. Lors de ces renouvellements, on a constaté qu'il y a eu des frustrations, notamment celle de Aïssata Tall Sall. Donc il y a un troisième malentendu, c'est le dernier qui s'est produit, c'est la gestion de l'aménagement de la place de l'indépendance. Et en ce moment, Khalifa Sall n'a pas du tout senti le soutien de Ousmane Tanor Dieng, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste. Et donc, ça a créé un sentiment de révolte et de frustration chez Khalifa Sall. Le référendum du 20 mars relatif à la révision de la Constitution sénégalaise continue de diviser la classe politique. Parmi les 15 points du projet de loi, celui relatif à la durée du mandat a installé la polémique dans l'échiquier politique. Au sein du Parti socialiste, une partie des militants envisage de voter non et dit également non au secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, qui s'est engagé à battre campagne pour la victoire du oui. Le PS, allié au président Macky Sall, est-il au bord de l'implosion? Peut-on s'attendre à une scission? Est-ce que le Parti socialiste pourra sortir de cette situation? Je ne pense pas. Ou bien, s'il sort de cette situation, ce sera vraiment difficilement. Hier, par exemple, à la réunion de dimanche, nous avons assisté à deux positions. L'une dit que, par exemple, qu'ils vont prendre des sanctions envers les frondeurs. Ousmane Tanor Dieng en personne a dit qu'il va appeler l'autre parti à des discussions pour le oui massif au référendum du 20 mars prochain. Donc c'est la carotte et le bâton. Et le Parti socialiste, ce qu'il doit faire, c'est plutôt apprendre de ce qui s'est passé avec Moustapha Niasse et avec Djiboka. Le 12 mars sera officiellement lancée la campagne électorale pour le référendum. Pour rappel, le 28 mars 1958, la France avait organisé un référendum pour l'instauration de la communauté franco-africaine. Après la première alternance, le pays connaîtra le 7 janvier 2001 son deuxième référendum constitutionnel sous le président Abdoulaye Wade pour l'adoption de l'actuelle constitution. 94% des Sénégalais s'étaient prononcés en faveur de la nouvelle loi fondamentale. Et le Zimbabwe annonce la fusion de l'ensemble de ses mines de diamants opérant dans le pays. Les sociétés minières fusionneront dans une entité unique contrôlée par l'État. Les autorités zimbabwéennes justifient cette nouvelle politique par un besoin de transparence accrue dans l'industrie du diamant et par un souci d'amélioration des conditions de vie de la population. Une stratégie économique risquée dans un pays économiquement fragilisé, car si le monopole de l'État sur un secteur clé a déjà fait ses preuves, il risque néanmoins de faire fuir les investisseurs étrangers. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deo Gracias Podo. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a annoncé jeudi 3 mars sa volonté de nationaliser les principales mines de diamants sur l'ensemble du pays. Sur ces compagnies d'exploitation, 4 sont actuellement détenues par des investisseurs privés étrangers. Le gouvernement compte davantage sur cette industrie pour redresser l'économie fragile du pays, prisonnière d'une faible croissance, d'un chômage de masse et d'un manque de ressources budgétaires. La situation économique du Zimbabwe est une situation très critique. Ce n'est pas le fonctionnement des entreprises diamantaires qui a créé
nettoyer le gouffre financier zimbabwéen. Si on décide de nationaliser aujourd'hui toutes les industries dans le secteur du diamant, ces industries demandent des investissements assez lourds et ces investissements doivent être renouvelés avec le temps. Moi, je pense que le souci, c'est pas de nationaliser, mais le souci, c'est tout simplement de jouer à l'arbitraire et de déstructurer complètement l'industrie diamantaire au Zimbabwe. En 2015, le gouvernement du Zimbabwe avait manifesté sa volonté de fusionner toutes les industries extractives opérant dans l'est du pays pour en faire une unique structure publique. Les autorités qui entendent désormais jouer la carte de la rigueur et celle de la fermeté tentent également de rassurer les acteurs économiques et la population. Elles se fixent pour objectif de dynamiser les efforts de transparence et de bonne gestion des ressources financières. Nous voyons la crise du chômage au Zimbabwe. Nous avons besoin aujourd'hui en Afrique des sociétés, des institutions qui arrivent à mettre en cohérence la plupart des gestions, une certaine transparence. Il faudra faire cesser la contrebande, fournir plus d'emplois au Zimbabwe, faire un joint venture entre les investisseurs étrangers et l'État zimbabwéen. Donc en ce moment, vous avez une partie administrative qui est contrôlée par l'État et vous avez la gestion qui reste une gestion purement privée pour qu'il y ait plus de cohérence, de transparence et de crédibilité et qui attire toujours les investisseurs. D'après des chiffres publiés récemment, de 660 000 carats en 2014, durant les 5 premiers mois de l'année, la production de diamants au Zimbabwe avait chuté à 420 000 carats sur la même période en 2015. En 2013, le Zimbabwe était le 6e producteur mondial en volume. La nouvelle initiative du président Robert Mugabe est également perçue comme une mesure de sauvetage pour des mines de plus en plus coûteuses et qui nécessitent un réinvestissement conséquent. À la veille de la journée mondiale de la femme, focus sur une femme guinéenne qui fait beaucoup pour l'émancipation des siennes et c'est par le biais de l'écriture qu'elle a choisi de se positionner en faveur de l'autonomisation de la femme, de la scolarisation de toutes les petites filles et contre le mariage forcé ou précoce. Il s'agit de Binta Anne et de son ouvrage Le mariage par colis. C'est un reportage qui a été préparé par notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Entre ses occupations familiales, professionnelles et autres charges humanitaires, Binta Anne trouve du temps pour la réflexion et la production littéraire. L'un de ses célèbres romans, intitulé Le mariage par colis, est présenté sous un style tout à fait simple et parle des réalités socio-culturelles africaines. En plus de ses nombreuses autres réalisations littéraires, cette femme engagée dans l'humanitaire a forcé l'admiration des lecteurs à travers cet ouvrage. Le mariage par colis, comme son nom l'indique, c'est sur une sorte de mariage arrangé. Ça brosse les problèmes de la jeunesse africaine. Ça parle aussi du mariage précoce et forcé, parce que nous sommes victimes en Afrique de ce type de mariage. Et en plus de ça aussi, la vie de cette jeunesse en Afrique, elle cherche à aller vers l'Europe. Et cette traversée tumultueuse, où des fois on laisse sa vie. Le parcours de Binta ne la prédestinait pourtant pas à une carrière d'écrivaine. À 41 ans, elle est surtout connue pour son engagement dans la lutte contre le VIH-Sida et pour la petite enfance. Une détermination qui l'a poussée à créer la fondation Binta Anne pour l'enfance Fombal. En 1997, l'un de ses écrits intitulé Awa, la petite mendiante, portant sur l'éducation de la jeune fille en Guinée, avait été réalisé en court-métrage par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est la fille d'un mendiant. Son rêve, c'est d'aller à l'école. Mais le fait que c'est elle qui tient la canne de son père pour aller faire le tour de la ville, donc elle n'a pas cette chance jusqu'à ce qu'elle ait dépassé l'âge du primaire. Et après, ce qui lui restait, c'est l'école de la seconde chance où elle est partie pour apprendre la mécanique. Parce qu'on continue, nous les femmes, pour dire tel travail c'est pour les hommes, tel travail c'est pour les femmes. Toute sa vie, cette femme passionnée a combattu sur de nombreux fronts, droits des enfants, des femmes, lutte contre l'excision, le VIH-Sida, comédienne à ses heures perdues dans les troupes de théâtre. Beija, comme l'appellent les intimes, touche à un peu de tout comme elle s'autodécrit parfois. Son roman, Mariage par colis, une réalité existant au sein de toutes les sociétés traditionnelles africaines, tente de sensibiliser et éveiller les consciences face à ces actes qui ne sont pas sans conséquences sur l'épanouissement des jeunes. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.